Bienvenue tout le monde à ce colloque pédago-numérique au nom du comité du comité numérique du Centre de services scolaires et au nom du comité qui a fait ces balises-là. Donc, merci beaucoup d'être là, d'être parmi nous ce matin. Ça fait drôle un peu d'être à caméra fermée, donc je ne verrai personne, donc je vais parler tout seul un peu, mais c'est correct. J'assume tout à fait. Donc, le comité, je disais, qui a travaillé sur ces balises-là, donc, est composé des gens que vous voyez à l'écran. On a voulu avoir un comité le plus large possible pour avoir quelque chose de très représentatif. C'est le ministère qui est arrivé avec un document l'année dernière qui s'appelait l'intelligence artificielle, donc l'utilisation pédagogique, éthique et légale de l'intelligence artificielle générative, le document que vous voyez ici, et qui a demandé à chaque organisme scolaire de faire ses propres balises. Donc, c'est ce que les gens de ce comité-là ont fait entre les mois d'avril et juillet dernier, et c'est le fruit de ça qui vous est présenté aujourd'hui. Ce document-là est déjà disponible dans l'intranet, dans la section des ressources éducatives et donc dans la partie des politiques, mais on vous l'enverra avec les ressources du colloque la semaine prochaine. Vous aurez votre copie aussi si vous voulez le consulter à ce moment-là. Je vais juste bouger deux petites choses à l'écran. Ça s'en vient, excusez-moi. Donc, le menu pour aujourd'hui, vous le voyez à l'écran. Donc, on a un document PDF qui est ici, qu'on a tenté en fait d'adapter un peu à l'écran pour que ça soit un peu plus dynamique que de simplement lire un document PDF ensemble ce matin. Donc, la courte présentation va reprendre les grandes lignes de ce document-là. Avant de débuter, je veux juste mentionner, vous avez vu, le clavardage est actif. On a Hugo Charbonneau, directeur des ressources informatiques et matérielles, et Valérie Guénette, coordonnatrice aux ressources éducatives, qui sont là pour répondre à certaines questions dans le clavardage. On ne veut pas dévier nécessairement votre attention de la présentation, parce que ça va quand même aller rapidement, mais si vous avez des petites questions de précision que vous avez besoin, ils vont pouvoir être là. Pour les questions plus complexes, on va pouvoir prendre des questions dans une période de questions à la fin avec les micros et on va pouvoir aussi vous envoyer une espèce de questions-réponses la semaine prochaine s'il y a des questions un peu plus complexes qui nous demandent la réflexion, par exemple, pour vous répondre. Donc, on se lance en espérant que vous soyez tous prêts. Donc, comme Vanessa disait, on est vraiment beaucoup de gens présents ce matin. Donc, on y va et c'est parti de mon côté. On va commencer par parler d'un langage commun un peu. Donc, on débute avec les définitions. L'intelligence artificielle générative, peut-être que le mot G, le mot générative, ne vous dit pas grand-chose là-dedans. De l'intelligence artificielle, il y en a partout autour de nous depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années dans certains cas. Pensez à quand vous consultez du contenu sur une plateforme de musique ou de film et qu'on vous propose un film, une musique en lien avec ce que vous avez déjà écouté. Pensez à quand vous ouvrez votre téléphone et qu'on vous reconnaît le visage pour déverrouiller votre téléphone. Mais tout ça, c'est déjà de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle générative. Donc, la petite révolution, si on peut dire, de ChatGPT en novembre 2022, c'est de pouvoir générer simplement par une commande, par une requête, générer donc du texte, de la voix, de la musique. Vous voyez, là, on peut générer plein de choses aujourd'hui. Donc, c'est ça la grosse différence aujourd'hui avec ça. Lorsque je pense au système d'intelligence probabiliste qu'on vous explique dans la définition qui est là, je pense aussi, par exemple, au texto ou quand j'écris sur mon téléphone, j'écris je. Là, on me propose te, on me propose tiens, on me propose au, on me propose courant. Donc, j'écris un mot et l'IA de mon téléphone m'a proposé plein de mots qui vont aller à la suite. Donc, je schématise là, vraiment gros, là, mais c'est un petit peu le principe de l'intelligence artificielle générative, c'est qu'ils vont assembler des mots qui devraient aller ensemble pour vous donner une réponse qui devrait avoir du sens. OK? Et là, encore une fois, là, c'est très schématisé. Là, Joshua Benjo m'entendait ce matin, peut-être qu'il y aurait des petits doutes sur ma définition, mais je voulais juste vous faire une image un petit peu là-dessus. Donc, c'est ça la petite révolution en enseignement, en éducation, et avec ChatGPT qui est arrivé il y a 3 ans presque maintenant. Donc, c'est le petit bout génératif qui est venu changer un peu les choses au niveau de l'éducation, entre autres.
Je parlais de requête, donc la commande que je vais donner à l'outil. Donc, je peux lui parler comme si je parlais à une personne. Compose-moi un texte de tant de mots avec telle chose. Donc, ça, c'est une requête. Donc, c'est la commande que je passe à la machine. C'est très simple maintenant. Je peux le faire même par la voix sur des applications sur mon téléphone. C'est vraiment facile à faire et c'est quelque chose qui se travaille. Donc, on n'est pas habilité nécessairement au départ à être bon à faire des requêtes. Vous allez voir aujourd'hui, peut-être qu'on va vous proposer des méthodes. On parle de la méthode café, entre autres. Il y en a d'autres pour retenir qu'est-ce que je dois mettre dans une requête pour que ce soit efficace. Un peu comme une recherche sur Google. Je me souviens des élèves qui faisaient des phrases de 75 mots pour mettre une recherche dans Google. Dans une requête, il y a des façons de faire pour que ça soit efficace et pour avoir un bon résultat par la suite. Vous voyez au tableau, donc à l'écran aussi, le mot prompt, c'est le mot anglais pour requête. Donc, on va voir dans des vidéos, dans des présentations, des fois, ça c'est un prompt, il faut prompter comme il faut. Bien, le mot français, c'est requête. On parle dans le document de fabulation aussi. Donc, des fabulations, donc c'est des données incorrectes. Donc, l'IA, c'est pas un moteur de recherche. Si vous cherchez une question factuelle, dans un monde idéal, ne demandez pas à une IA, demandez à un moteur de recherche. Et là, je fais une petite parenthèse. En disant ça, je le sais que depuis un certain temps, et vous avez probablement remarqué, dans Google, dans les premiers, avant même d'avoir des résultats de recherche, Gemini, qui est l'intelligence artificielle de Google, vous donne un résumé de la réponse que vous cherchez probablement. Donc, mais ce résumé-là, c'est produit par une intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas nécessairement la vérité, ce n'est pas un amalgame de tous les bons résultats nécessairement. C'est l'IA qui vous a concocté, dans le fond, une réponse facile. Ça peut être très tentant d'écouter, dans le fond, de prendre en compte cette réponse-là, mais c'est fait par l'IA, ce n'est pas nécessairement la bonne réponse. Donc, c'est possible dans les fabulations donc, que l'IA invente une réponse. Donc, par exemple, je lui demande un fait historique, puis là, on me sort une histoire qui semble tout à fait crédible et qui finalement n'est pas la vérité. Donc, c'est là que comme éducateur, on va en parler plus loin, mais comme éducateur, mon rôle, c'est vraiment important de me questionner là-dessus. Puis on va faire questionner nos élèves aussi sur la qualité de ce qui sort de ça pour être certain que ça puisse m'être utile au fond en classe et que je ne dise pas, exemple, je monte un quiz puis je donne des mauvaises réponses aux élèves, bien évidemment, on va avoir un problème là. Pour le prix, tu sais, je vais pouvoir le réutiliser. Là, je suis en train de me dire, est-ce que je le plastifie ou pas? C'est ça que je me dis, là. Bonjour, c'est intéressant, le micro ouvert, merci. Donc, je continue les biais. Donc, des biais, on en a tous et toutes dans les systèmes d'intelligence artificielle. Bien, les biais des programmeurs sont présents aussi. Tout ce qui se passe, tout ce qui a été ramassé quand les systèmes d'intelligence artificielle ont été entraînés, mais il y a plein de données là-dedans qui sont déjà biaisées. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de données qui viennent des pays occidentaux. Il y a beaucoup de données qui viennent de toute l'histoire de l'humanité, dans le fond, où l'homme avait une place probablement prépondérante si on fait juste comparer à la place de la femme, des groupes qui sont moins représentés, donc dans Internet en général. Et l'IA se sert de ça pour nous donner une réponse. Donc, c'est forcément une fois de temps en temps, les réponses, bien, pas une fois de temps en temps, mais en général, les réponses vont être biaisées. Je vais en parler un petit peu plus loin tout à l'heure. Donc, un biais, c'est une erreur de jugement qui peut être faite dans notre cas, mais aussi par les IA. On veut différencier deux types de données. Donc, la donnée confidentielle, donc quelque chose qui devrait être connu de très peu de personnes. Par exemple, le plan d'intervention d'un élève, ce n'est pas quelque chose qui est affiché en rentrant dans l'école, hein. Donc, c'est verrouillé. Il y a un nombre restreint de personnes qui ont accès à ça. Dossier médical, si on pense aux employés, bien, votre numéro d'assurance sociale, le code permanent des élèves, donc des renseignements bancaires, des choses comme ça, c'est des données qui sont des données confidentielles. Une autre définition, donc on vient définir le renseignement personnel. Donc, le renseignement personnel, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est caché, mais on va voir tantôt dans l'IA qu'un comme l'autre, on ne veut pas les retrouver dans les systèmes d'IA de toute façon. Donc, que ce soit nom, adresse, nom des parents, numéro de téléphone, date de naissance et tout ça, même si photo, même si ces renseignements-là peuvent se trouver déjà au niveau du public, on ne veut pas mettre ça dans un système d'IA. On va en parler un petit peu plus loin.
Donc, on a fini pour les définitions. J'espère que ça vous va pour l'instant, que ça vous met déjà un petit peu la table au niveau du langage. On a choisi dans le document les plus, dans la présentation aujourd'hui, les plus importants pour vous permettre de suivre. J'espère que c'est le cas. Évidemment, il y a des formations qui vont suivre, qui vont pouvoir vous aider à tout mieux comprendre ça aussi. Donc, je vais dans la section des principes directeurs maintenant. Donc, la pertinence pédagogique et administrative. Donc, c'est assez simple ici, dans le fond. Si vous n'avez pas une intention pédagogique pour utiliser l'intelligence artificielle générative ou une intention administrative dans le cas de l'administration, mais pourquoi l'utiliser? Hein? Donc, on va voir qu'il y a plein de raisons de ne pas utiliser l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle peut nous aider en même temps dans plein de domaines. On parle de différenciation, de nous donner des idées pour enrichir nos pratiques éducatives. Donc, il y a plein de choses dans lesquelles elle peut nous aider. Il faut simplement réfléchir, est-ce que c'est vraiment la bonne façon de faire? Est-ce que c'est le bon outil qui va me servir à faire ce que je veux faire? Je continue avec la réflexion éthique. Vous allez voir dans les ateliers tantôt, ça va probablement être le centre de vos ateliers. Mes collègues du récit, mes excellents collègues, sont toujours bons pour faire réfléchir les gens là-dedans. Le ministère arrivait avec cinq grandes catégories au niveau de l'éthique. Le comité, au niveau du centre de service, ici, on a choisi trois réflexions éthiques. Donc, la sobriété numérique. Est-ce que j'ai réellement besoin d'utiliser l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle générative euh, consomme énormément de ressources, donc de l'eau, de l'électricité. Donc, c'est quelque chose qui est très énergivore présentement. On a peut-être entendu des comparaisons des fois quand on parlait d'une charge de téléphone et tout ça. Ces chiffres-là sont c'est dur d'avoir la vraie réponse, mais on sait que c'est plus polluant que certaines autres technologies. Donc, la question, c'est toujours se demander, est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser cet outil-là? Si la réponse est oui, parce que ça va m'être utile, bien, c'est correct. Tu sais, on prend en compte et après ça, on décide de l'utiliser. Tu sais. Mais si vous vous rendez compte, bien là, c'est juste pour essayer des trucs, bien, peut-être que je pourrais prendre un autre outil. Je donne toujours l'exemple de la recette de biscuits. Je vais vous la redonner aujourd'hui. Mais si je veux me faire une recette de biscuits, bien, idéalement, je vais commencer par le livre de recettes que j'ai déjà à la maison qui est déjà, euh, qui est déjà imprimé, qui est déjà dans ma bibliothèque. Donc, je vais me servir de ce livre-là. Aucune ressource consommée. Ensuite, ben, je pourrais prendre l'option de dire, hey, je vais aller sur le site, par exemple, de Ricardo, je ne fais pas de pub pour personne, et je vais aller sur un site de recettes et je vais aller consulter et je vais trouver. Donc là, je vais aller faire travailler mon ordinateur et je vais faire travailler les serveurs de cette entreprise-là. Et en dernier recours, j'irai, par exemple, chercher une recette et me servir de ChatGPT pour faire une recette. Donc, pourquoi faire travailler un paquet de serveurs dans la Silicon Valley quand la réponse se trouve dans l'armoire chez moi? Donc, c'est un exemple un peu, là, et encore une fois, c'est un exemple un peu caricaturé de ça, mais de comment on devrait utiliser l'intelligence artificielle. La qualité, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, on n'est pas certain de la qualité. Au niveau factuel, ça peut être des fois très problématique et problématique dans le sens qu'on ne sait pas que la réponse est mauvaise. Donc, si on ne connaît pas bien le sujet, si nos élèves ne connaissent pas bien le sujet, mais on peut se faire avoir. Donc, si je fais, par exemple, un quiz en sciences et que dans mon choix de réponse, ben, les quatre réponses ne sont pas bonnes de toute façon et je n'ai pas bien vérifié, mais évidemment, on risque d'avoir un problème avec les élèves. Je vais leur faire étudier la mauvaise chose. Donc, comme enseignant, mais pour les élèves aussi, ça va être important de contre-vérifier ce qui sort de l'intelligence artificielle, comme on le ferait avec n'importe quelle source au fond. Si je trouve une information sur Internet, idéalement, je vais la contre-vérifier ailleurs pour être certain que ma source est bonne. Donc, c'est le même principe et c'est encore plus important, je pense, avec l'intelligence artificielle. Et on parlait tantôt des biais. Donc, par exemple, des stéréotypes. Je prends l'exemple rapide là, d'une image, mais si je demande une image de quelqu'un qui conduit la voiture familiale, ben, c'est le papa qui va être assis au volant, la mère va être assise à côté. Donc, c'est le genre de truc qui, par l'image, c'est très facile de se rendre compte à ce niveau-là. Des stéréotypes, tu sais,
je veux avoir une image d'un enseignant, bien, les enseignantes, là, ils font toutes 6 pieds, grandes, blondes et minces. C'est presque toujours comme ça au niveau des images. Donc, la diversité corporelle, c'est pas facile à aller chercher lorsqu'on génère des images avec des outils d'intelligence artificielle générative. Donc, il faut être conscient de ça. Il faut faire nos requêtes en conséquence pour parler de ça. Donc, et ça va être très important, bien évidemment, de le faire avec nos élèves pour que les élèves voient ça, que les élèves soient conscients de ça, parce qu'il y a déjà partout autour d'eux. J'arrive à l'autre section qui est les obligations légales. Les obligations légales, c'est évidemment un incontournable. Donc, la sécurité de l'information. Au départ, est-ce que l'outil que je vais utiliser est autorisé ou non par mon centre de service? On vous amène là dans à peu près 10 minutes. Qu'est-ce que je vais mettre dans l'outil d'intelligence artificielle? On a parlé tantôt de renseignements personnels et de données confidentielles. Un comme l'autre ne devrait jamais se retrouver dans l'intelligence artificielle générative. Donc, au niveau du ministère, on ne devrait pas, on nous dit, là, on ne devrait pas donner ce genre de renseignements-là parce qu'on ne sait pas ce que l'intelligence artificielle va faire ensuite avec. Donc, dire, je vais mettre la photo de mon élève, ça va le transformer, exemple, en Pokémon pour un projet avec des tout-petits. L'idée de base peut être bien, mais ce n'est pas une bonne idée de mettre des renseignements personnels, de mettre des données confidentielles là-dedans. Le droit d'auteur, même principe. Donc, la loi du droit d'auteur s'applique aussi à l'intelligence artificielle. Donc, si j'ai un livre qui ne m'appartient pas, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, donc je ne peux pas mettre ce livre-là dans l'intelligence artificielle générative. J'ai trouvé le programme du ministère sur Internet en libre circulation de façon tout à fait légale. Je peux me servir de ça. Je voudrais avoir un résumé de mon programme en français, troisième secondaire du nouveau programme. Je pourrais mettre ça dans l'intelligence artificielle puis demander un résumé, demander ça, aucun problème. Mais toutes les œuvres qui sont protégées par le droit d'auteur, et là, je parle de texte, mais évidemment, dans n'importe quelle autre œuvre, c'est le même principe. On ne peut pas mettre ça dans l'intelligence artificielle générative. Une œuvre, pour qu'elle soit libre de droit en général, ça prend 70 ans après la mort, après le décès donc, de l'auteur. Donc, je pense toujours à Jules Verne, tu sais, 20 milieux sous les mers, il n'y a pas de problème. On pourrait se servir de ça, on pourrait faire des travaux avec ça. Donc, votre manuel d'enseignant, vous dites, hey, ce petit texte-là, j'ai un élève qui a vraiment des difficultés en lecture, je pourrais le mettre dedans, puis on pourrait avoir un texte un peu simplifié pour lui. Encore une fois, l'idée de base, elle est bonne, mais on ne peut pas mettre ça là-dedans parce qu'on n'a pas les droits d'utiliser ce matériel-là dans l'intelligence artificielle générative. Dernière petite parenthèse pour le droit d'auteur, les travaux d'élèves sont aussi soumis à l'intelligence, au droit d'auteur. Donc, je ne peux pas faire corriger mes travaux d'élèves par ChatGPT. Ça serait très rapide, ça pourrait être très efficace, mais ce n'est pas permis présentement. Donc, autant un dessin, un travail, un texte, un travail de mathématiques, peu importe, ce n'est pas permis de la façon que la loi fonctionne présentement. Et là, je fais une parenthèse dans la parenthèse. Emilia, qui vous a peut-être été présentée l'an passé en français ou les orthopédagogues, Emilia est une plateforme qui serait un peu à part de ça parce que nos données seraient. En fait, Emilia, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est exactement fait pour ça. C'est développé par le Collège Sainte-Anne au Québec et c'est fait pour corriger des textes d'élèves, mais c'est protégé d'une autre façon on devrait s'assurer que les textes ne vont pas circuler dans cette plateforme-là par la suite. Donc, on ne rentre pas de travaux d'élèves dans une intelligence artificielle générative. J'arrive déjà dans la partie de l'utilisation approuvée. Donc, l'outil de prédilection devrait être M365 Copilote Chat. Pourquoi M365 Copilote Chat? Parce que cet outil-là, il est déjà dans notre environnement M365 Copilote. Et là, je vais vous faire encore une parenthèse, je suis très bon là-dedans. Office 365 est arrivé, là, je vais dire, dans nos vies professionnelles, il y a peut-être 7-8 ans ou quelque chose comme ça. Donc, on avait Word installé sur notre ordinateur et tout d'un coup est arrivée la suite Office 365. C'est ceux qui étaient là, vous vous souvenez, on a commencé à parler de OneDrive, on a commencé à parler de SharePoint et tout ça. Là, on avait les outils en ligne, les élèves ont commencé à avoir des comptes en ligne et tout ça.
Ça s'appelait Office 365. Il y a quelques années, Microsoft a fait un rebranding, entre guillemets, de ça pour que ça s'appelle maintenant Microsoft 365. Et depuis quelques mois, cette suite-là qu'on appelait Office avant s'appelle maintenant M365 Copilot. Et là, comme si ce n'était pas assez simple, en tout cas, c'était pas assez compliqué comme ça, on a dit que maintenant, M365 Copilot Chat, c'est l'intelligence artificielle qu'on va utiliser. Donc, c'était juste pour être certain que tout le monde comprenne bien le langage, là. Donc, la plateforme complète qui comprend Word, PowerPoint, Excel, OneDrive, Teams et tout ça s'appelle maintenant M365 Copilot. Et l'outil d'intelligence artificielle qui fait partie de cette suite-là s'appelle Copilot Chat. Entre vous et moi, si vous me dites, j'ai fait travailler là-dessus avec Copilot, on va se comprendre, là. Mais je voulais juste mettre ça en contexte pour que les gens connaissent bien que le nom maintenant de notre environnement ou votre application sur votre téléphone pour aller travailler le document Word s'appelle maintenant M365 Copilot. Donc, c'est l'outil qui est à privilégier. Il est à privilégier à cause du petit symbole qu'on voit ici, donc le petit bouclier. En payant une licence au centre de service, on a des licences éducation payantes de Microsoft. Bien, Microsoft nous assure que nos données sont protégées. Donc, évidemment, il ne faut mettre aucune donnée confidentielle, aucun renseignement personnel donc là-dedans, mais on sait que l'intelligence artificielle ne sera pas entraînée avec nos données déjà. Fait que c'est une protection de plus qu'on a ici dans notre centre de service parce qu'on a un compte payant, on a Copilot Chat qui est protégé pour nous. Donc, c'est l'outil dans lequel vous devriez aller en premier. On va voir la liste dans quelques secondes ou dans quelques minutes, là, la liste de tous les outils qui peuvent être permis aussi, mais on devrait aller la majorité du temps vers Copilot Chat. Côté élève, et là, si j'avais des visages devant moi, probablement que je verrais réagir un peu. Donc, côté élève, on a aussi une version depuis cet été qui existe de Copilot Chat, la version 13 ans et plus. Elle est disponible pour vos élèves, peut-être que je vous apprends quelque chose, depuis la semaine dernière. Donc, nos ressources informatiques ont travaillé très fort. C'est déployé maintenant pour les élèves de 13 ans et plus. La décision qui a été prise pour les élèves, le 13 ans et plus, le comité trouvait que c'était un peu complexe à gérer. Donc, d'avoir, par exemple, dans une classe en première secondaire ou en adaptation scolaire, dire toi, tu as eu 13 ans, toi, tu ne l'as pas eu, toi, tu as eu 13 ans, toi, tu ne l'as pas eu. Là, il y a la moitié de la classe qui peut utiliser l'outil seulement. On trouvait que ça avait moins de sens pas mal. Donc, la décision qui a été prise par le comité, c'est que tous les outils qui sont permis à 13 ans vont être permis, excusez-moi, au secondaire, peu importe l'âge de l'élève. Donc, l'élève au secondaire, dès qu'il est au secondaire, on lui permet, en fait, on lui débloque les outils d'intelligence artificielle qui sont 13 ans et plus. Ça ne veut dire en aucun cas que vous êtes obligé d'accepter dans votre classe que l'élève va l'utiliser. Ça va de soi, ça va rester vos décisions comme enseignante, enseignant, de dire pour un travail précis cette année, je permets l'utilisation à mes élèves et dans plein d'autres cas, ce n'est pas le cas ou toute l'année pour moi, dans la discipline de laquelle j'enseigne ou ce que j'enseigne, ce n'est pas permis et c'est bien, bien correct, là, soyons clairs, là. Mais c'est disponible. En passant, c'était déjà disponible. Pourquoi? Parce que les élèves ont déjà l'intelligence artificielle dans Snapchat, ils en ont déjà dans Facebook et Instagram, ils en ont déjà un peu partout autour d'eux en se créant des comptes n'importe où. Donc là, on vient juste leur donner un outil, j'allais dire legit, là, mais un outil légal et qui est dans leur plateforme et qui est sécuritaire. Les données sont protégées pour eux et elles aussi. Je vous fais une autre petite parenthèse. Je vous ai dit, novembre 2022, ChatGPT sort. En décembre 2022, il y avait un élève qui utilisait ChatGPT pour faire une lettre d'excuse parce qu'il s'était battu ou qu'il avait frappé un autre élève dans une école. Ça se passe au primaire, au CSS des Laurentides, qui est notre voisin au sud ici. Donc, 3 semaines après l'arrivée de ChatGPT, un élève d'âge primaire se servait déjà de ChatGPT. Ça prenait à ce moment-là un numéro de téléphone, c'était un peu plus complexe. Donc, penser que les élèves ne se servent pas parce qu'on ne leur permet pas,
faut pas penser ça. C'est partout autour d'eux. Et je vous dirais, encore plus important que leur permettre, et là, c'est le conseiller pédagogique qui parle, encore plus important que de leur permettre d'utiliser, c'est surtout vraiment de les éduquer à l'intelligence artificielle, de les faire réfléchir là-dessus, les faire réfléchir comment travailler comme nous, comment on va travailler avec ça. Donc, c'est ça qui est le plus important, encore plus que de leur mettre dans les mains, là. Si on parle des élèves de 13 ans, on va parler des élèves de 18 ans aussi. Donc, c'est le même principe. La décision a été prise qu'un élève en FGA ou en FP, peu importe son âge, va pouvoir utiliser les outils qui sont permis à 18 ans. Donc, un élève qui a 17 ans, qui est en formation professionnelle, va pouvoir utiliser un outil qui est destiné aux 18 ans et plus. Donc, c'est une décision qui a été prise par le comité à l'intérieur ici du centre de services scolaires. Finalement, dans les principes directeurs, on a choisi des icônes, donc des icônes qui sont développées par l'Université de Montréal. Il y en a d'autres modèles, entre autres à l'UQO, qui ont été faits aussi. Mais si vous utilisez l'intelligence artificielle, et vous allez voir dans nos documents ici, donc dans la présentation que vous voyez aujourd'hui, le symbole a été utilisé, donc assisté par l'IA. Donc, il y a certaines parties qui ont été faites avec l'aide de l'IA. Donc, la ligne verte peut être utilisée. On a un collègue qui anime aujourd'hui un atelier qui a ça dans sa signature de courriel. Donc, ce courriel a peut-être été assisté par l'IA. Je sais qu'il y a déjà plein enseignants qui utilisent ça pour faire des commentaires, pour les aider dans des commentaires de bulletins. C'est une belle façon, des fois, de trouver la façon de l'écrire et tout ça quand on ne sait pas. C'est bien correct, mais il y a des icônes qui existent maintenant où on peut le faire au niveau de la transparence. On peut dire aux gens si on a dit ou non. Donc, on vous recommande d'utiliser ça. Ce n'est pas une obligation. Vous ne ferez pas taper dessus présentement si vous ne mentionnez pas que vous avez utilisé l'IA pour vous aider. Réaliser avec l'IA, la ligne rouge, je pense que la façon la plus simple de le voir, là, pensez à une image. Donc, je me suis créé une image avec Canva, par exemple, avec l'intelligence artificielle de Canva. Et là, sous l'image, je pourrais mettre ce petit logo-là qui dit que ça a été réalisé avec l'IA. Donc, c'est transparent. Plutôt que de dire cette image-là vient de Pixabay ou vient d'une autre banque libre de droit, mais je cite ma source et je mets que c'est réalisé avec l'IA. J'espère que vous êtes encore là, que vous êtes encore un peu alerte. On a des très beaux ateliers qui s'en viennent bientôt. Je finis avec vous avec les 4 outils. C'était important pour le comité de ne pas avoir un document qui soit juste un document papier, sans être lourd à lire, là, honnêtement, il se lit très bien, mais qui soit le plus visuel possible. Donc, on a développé 4 outils. Le comité a développé 4 outils pour vous aider. Certains de ces outils-là sont imprimables. Je vais commencer par le deuxième outil, la liste des outils, justement. Je vous mets ça à l'écran ici. Donc, vous avez une petite légende lorsque vous cliquez ici sur la liste d'outils. Vous voyez que c'est un format numérique, c'est voulu. Cette liste-là va évoluer dans le temps. Les lois du Québec vont changer. Les lois du ministère de l'Éducation pourraient changer. Nos balises pourraient changer aussi à l'interne. Et les plateformes elles-mêmes pourraient aussi évoluer, ce qui fait qu'on voulait garder ce document-là de façon le plus vivante possible en format numérique. Donc, vous voyez dans la légende, c'est ce que ça peut générer du texte, des images, de la musique, des infographies, etc. Et si je vais à la page suivante, j'ai un petit tableau qui va s'afficher, j'espère, bientôt. Bon, j'ai un petit tableau qui me montre ici. Donc, j'attire votre attention sur la première ligne. On voit notre copilote chat qui est ici. On voit ce qu'il est capable de faire à peu près. On voit les âges recommandés, l'accès. Donc, comment on accède là? Donc, on a préparé ça pour vous. La connexion se fait directement dans nos outils. Et pourquoi il est en vert? Parce que la protection des données avec le petit symbole de bouclier qui est là. Excusez-moi, ça fait ça parfois. J'attire votre attention maintenant dans le bas du tableau. Donc, on a un outil qui est DeepSeek, une IA chinoise qui est sortie l'an dernier et que le ministère de la Cybersécurité et du numérique, le MCN au Québec, a banni de tous les organismes publics. Donc, on ne se casse pas la tête. Ça semblait prometteur pour certains DeepSeek, mais il y a déjà tellement de choix au niveau des intelligences artificielles. On n'utilise pas DeepSeek qui est là. C'est interdit par le ministère de la Cybersécurité. Tous les autres, vous voyez que la décision qui a été prise au CSSHL, c'est de les mettre en jaune. Donc, jaune veut dire
Vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez prendre votre adresse du centre de service scolaire si c'est permis ou c'est possible de le faire. Vous voyez comment on peut se connecter ici. Mais soyons prudents, soyez encore plus prudents de ce qu'on va mettre comme information dedans. On sait de toute façon qu'on ne mettra pas de renseignements personnels, qu'on ne mettra pas de données confidentielles, mais soyez un peu plus prudents comment on va les utiliser. Et là, je m'en voudrais de ne pas vous dire en même temps que peut-être que si je rentre là-dedans, ben peut-être que changer mes mots de passe une fois de temps en temps, puis de ne pas avoir le même mot de passe pour tous les comptes que j'utilise, ça serait peut-être pas une mauvaise chose non plus. Je n'ai pas de mandat des ressources informatiques de vous dire ça. Je pense que c'est juste une bonne chose au niveau numérique de faire attention. Donc, si on prend les grands modèles, ChatGPT, Gemini et Claude, ça peut être un petit peu des équivalents. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait avec Copilot. Évidemment, ChatGPT, c'est le plus connu. Ils peuvent être à peu près être équivalents. Ils ont leur force. Il y en a qui vont être un peu meilleurs dans certains domaines. Vous allez voir peut-être dans les ateliers tout à l'heure. Notebook LM, un très bel outil de Google qui me sert, par contre, dans certains contextes parce qu'il fait des choses que les autres ne font pas. Par exemple, il peut me produire un podcast. Donc, je peux mettre dedans un paquet de documents et dire fais-moi un balado avec ça. Et on va avoir 2 personnes qui vont jaser de mon sujet. Donc, un outil qui est vraiment, moi, je le vois vraiment pour faire étudier des élèves. Je pourrais mettre une révision là-dedans à mes élèves, leur produire un podcast et leur donner ça. Ils pourraient écouter ça, par exemple, dans l'autobus. Moi, c'est quelque chose dans lequel je vois beaucoup de potentiel. Perplexity cite ses sources. Canva, on sait qu'on l'utilise beaucoup ici. Il y a plein d'IA dans Canva. Napkin fait des très belles infographies très facilement. Suno fait de la musique. Vous l'avez peut-être entendu parler dans la campagne municipale à Québec. Ça a été utilisé pour faire des chansons. Très facile de faire des chansons. Encore une fois, je pourrais m'en servir pour faire une chanson en sciences, puis rentrer mes concepts là-dedans. Puis Suno me bâtirait une chanson. Mes élèves étudieraient à l'aide d'une chanson. C'est un exemple. Donc, ça, c'est la liste d'outils qui est là. Si je vais à l'arbre décisionnel, donc si je reviens à la présentation, et j'ai presque terminé. L'arbre décisionnel, vous voyez, il y a un format numérique qui est un petit peu plus complet, mais c'est important pour le comité que vous ayez une version papier, que vous puissiez aller mettre dans votre bureau d'enseignant ou dans votre classe directement. Donc, l'arbre décisionnel, en fait, qu'est-ce qui fait que j'utilise ou non l'intelligence artificielle? Donc, vous voyez la version numérique ici. Donc, est-ce que c'est nécessaire, premièrement, comme on a dit tantôt, au niveau de l'environnement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser l'intelligence artificielle générative? Tu sais, si on se dit, hey, non, moi, je ne veux vraiment pas parce que ça dépense, mais est-ce qu'on utilise des courriels? Ben oui. Est-ce qu'on utilise Teams? Ben oui. Est-ce que j'utilise Netflix? Est-ce que j'ai d'autres plateformes pour écouter la musique ou autre chose? Ben oui, on a ça aussi. Donc, c'est pas de dire il ne faut pas du tout toucher à tout ce qui est numérique, mais sachant que c'est plus énergivore, faisons juste attention dans notre utilisation. Est-ce que j'ai l'autorisation? Le lien ici vous mène vers le tableau qu'on vient juste de voir ensemble. Est-ce que j'ai la certitude que je ne donne pas de renseignements personnels? Et là, la version numérique, lorsque vous passez votre souris dessus, va vous rappeler c'est quoi. Donc, c'est là que je vous disais que la version numérique a des petits bonus un peu. Est-ce que j'ai la capacité de vérifier que le contenu est véridique? Mais on a une petite liste ici qui vous aide à vérifier est-ce que c'est vrai. Et donc, vous avez des petits pop-up comme ça qui vont être dans la version numérique. Si vous essayez avec la version papier, vous allez voir, ça ne fonctionne pas vraiment bien, là. Si vous cliquez avec votre doigt, ça n'ouvrira pas. Mais je pense que le visuel papier peut quand même être un bon aide-mémoire à avoir dans son bureau de prof ou à avoir dans sa classe pour savoir est-ce que j'utilise ou non l'IAG. C'est un bon réflexe de consulter cet outil-là. On a mis ici dans le document aussi une affiche pour les élèves. Donc, le message pour sensibiliser les élèves. Donc, on leur parle des bénéfices, on leur parle des limites et on fait un petit résumé. Donc, ça, encore une fois, pour moi, comme conseiller, là, c'est tellement important. Ils sont dans un monde il y en a plein d'intelligence artificielle. Il ne faut pas qu'ils pensent que c'est magique. Il faut leur montrer c'est quoi les limites. Et en leur montrant c'est quoi les limites, ils vont peut-être aussi prendre conscience que, ben, peut-être que tricher avec ça, c'est pas une bonne idée parce que justement, ça se peut qu'il ne me donne pas la bonne réponse. Si je lui pose une question et qu'il ne me donne pas la bonne réponse, mais peut-être que je vais y réfléchir avant. Donc, je vais finir par aller voir d'autres sources et donc, je vais faire le travail que j'aurais dû faire à la base. Donc, ce petit document-là est disponible pour imprimer. Et le dernier, c'est un document qui pourrait être pour les enseignants ou les personnels, mais qui pourrait être aussi pour les élèves. Les avantages, donc,
la réflexion pédagogique, l'outil de co-création, la pensée critique, soutenir la différenciation, c'est vraiment intéressant ici. Le gain de temps, ça va de soi. Et compose-moi 75 phrases avec tel truc dedans, mais c'est sûr que ça nous sauve du temps par rapport à ce qu'on réfléchirait nous-mêmes et qu'on composerait. De l'autre côté, dans les risques, tout ce qui est désinformation, la protection des données, ça va de soi. La qualité du contenu, très, très, très important. Et l'intégrité académique. Tu sais, est-ce que je mentionne à mes élèves que j'ai produit cette image-là avec ça? Est-ce que les élèves ont utilisé l'IA pour faire le travail? Est-ce qu'ils doivent le mentionner? Donc, c'est des questions qu'il va vouloir se poser. Et vous voyez ici notre petit logo, comme quoi on a utilisé l'IAG pour construire ça.